Stendhal note dans son journal en 1834, je cite, « J'ai écrit dans ma jeunesse des biographies, Mozart, Michel-Ange, qui sont une espèce d'histoire. Je m'en repens. Le vrai sur les plus grandes comme sur les plus petites choses nous semble presque impossible à atteindre, du moins un vrai un peu détaillé. On ne peut plus atteindre au vrai que dans le roman. Je vois tous les jours davantage que partout ailleurs, c'est une prétention. » Fin de citation. On peut rappeler qu'en 1830, une épigraphe elliptique attribuée à Danton et qui sans doute de notre auteur lui-même proclamait à l'orée du rouge et le noir la vérité, l'âpre vérité. On s'interrogera sur la configuration de cette vérité que le roman est censé livrer. Elle me paraît composite, confrontant à une perspective eudémonique divers domaines tels que le psychologique, l'historique, le politique, l'économique. Le domaine économique introduit dans le roman stendhalien des facteurs qui le font dévier de schémas conventionnels, facteurs que le roman n'intègre d'abord que de manière tangentielle ou oblique et qui s'opposent à d'autres valeurs. Avant de procéder à l'analyse des rapports entre roman et économie, de la révolution que celle-ci apporte au genre, de la difficulté qu'elle engendre pour Stendhal, on peut rappeler ce qui, dans le parcours de l'auteur, lui a facilité une perspective innovatrice et qui nous a valu le repentir tardif de 1834. Donc, après des lectures et tentatives théoriques, puis une première œuvre marquée d'une déviance, les romans stendhaliens d'Armance à Lucien Leven, écrits à partir de modèles narratifs connus, sont parcourus par des schémas économiques qui en problématisent la trajectoire et constituent l'une des originalités de notre auteur. Alors, je vais résumer la première partie de mon texte qui concerne les lectures de Stendhal. Je vais présenter 4 points. Premièrement, on peut rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la vie d'Henri Brel. D'Henri Brel, né en 1783, combien il fut très tôt un lecteur et combien finalement toute sa jeunesse il l'a passé à lire et que très tôt il a décidé de devenir écrivain. Il énonce que c'est vers l'âge de 7 ans qu'il aurait eu l'idée d'être écrivain. Et il est marqué, on peut dire, il est attiré par 2 genres, au départ, le théâtre et l'épopée. Plus tard s'y ajouteront l'histoire et la philosophie. En 1803, il va faire la découverte de l'économie politique. Et là, il va lire systématiquement, je vous donne la liste, Jean-Baptiste Say, Adam Smith, Condillac, Malthus, Destutt de Tracy, Ricardo et d'autres. Ce qui va déboucher en 1810 sur le projet de traité d'économie politique. Voici comment il énonce ce projet extrêmement ambitieux, qui d'ailleurs ne produira finalement qu'une vingtaine de pages de notes. Alors, je cite, « Tous les écrivains d'économie politique ne tendent qu'à faire produire, examiner les produits et jamais consommer. Ils ne font pas entrer en considération le bonheur. Ils oublient que le meilleur encouragement à la production est la réjouissance résultant de la consommation. Battre ferme ces messieurs. J'ai trouvé une manière neuve, et d'ailleurs parfaitement raisonnable, de considérer mon sujet. » Fin de citation. Il s'agit de repenser l'économie dans le cadre d'une vision eudémoniste du monde. Mais comme dans bien d'autres cas, l'ouvrage, comme j'ai dit, ne sera pas terminé. L'ouvrage devait avoir pour titre « Influence de la richesse sur la population et le bonheur », ou mieux, de la richesse, de la population et du bonheur. Il écrit d'ailleurs de ses travaux avec Louis Crozet à l'époque. Nous lûmes ensemble Adam Smith et Jean-Baptiste Say, et puis nous abandonnâmes cette science comme n'y trouvant des points obscurs ou même contradictoires.
Ce n'est pas tout à fait exact, il ne l'a pas abandonné, il continue jusque vers 1825 à lire toute une série d'économistes. Bon, j'ai la liste. Alors, quel bilan peut-on dresser d'une vingtaine d'années de lecture et d'ébauche? Premièrement, sur le plan de la création, il est pour ainsi dire inexistant. On n'a aucune réflexion sur des rapports potentiels entre économie et littérature. L'économie est pour l'instant un domaine d'études séparé, parallèle aux tentatives de création littéraire. En politique, Stendhal, pendant très longtemps, aura deux revendications, et surtout sous la Restauration. Premièrement, la liberté, et deuxièmement, la charte. Sur le plan de l'information et de la réflexion, on peut dire que Stendhal est l'un des écrivains du début du siècle au courant des théories économiques de son époque. Et pour prendre par exemple l'exemple d'une question, on peut dire que Jean-Baptiste Say et Adam Smith lui ont apporté une théorie de la valeur fondée sur l'offre et la demande que l'on verra à l'œuvre dans les romans, en particulier dans le Rouge et le Noir. Alors, donc, si vous voulez, comme pour le reste de la production stendhalienne, il y a cette très longue gestation de lecture qui va déboucher en 1825 sur un premier essai. Une première tentative. Alors, on a parlé de Saint-Simon. On peut rappeler qu'aux environs de 1825, l'industrialisme fait partie de l'ère du temps. Et en octobre 1825, l'école saint-simonienne lance un journal, le Producteur. Et voilà, je vous donne un extrait du prospectus de ce journal. Le Producteur aura pour but le plus grand développement possible de la production, prise dans son acception la plus étendue. Il cherchera à déterminer l'union des savants, des industriels et des artistes en assurant le triomphe définitif du travail sur l'oisiveté et des capacités positives sur les connaissances vagues et sur les capacités de convention. Le résultat nécessaire d'une pareille organisation serait de procurer à la partie la plus utile de la nation, celle qui produit, la plus grande somme possible d'instruction et de jouissance. Nous dirons aux industriels, qui sont la force physique du corps social et qui s'associeront à la force morale quand ils le voudront, qu'ils doivent bien se pénétrer de l'idée de leur importance, des travaux qu'elle leur impose et s'efforcer de répandre dans toute la classe des producteurs le sentiment profond du bien public. C'est surtout aux banquiers qui, chargés de la mobilisation des capitaux, se trouvent exercer la branche d'industrie la plus générale, que cette mission est réservée. Fin de citation, donc une mission morale réservée aux banquiers. Le 1er décembre 1825 va alors paraître sous la plume de notre écrivain d'un nouveau complot contre les industriels, qui est un pamphlet qui s'en prend au saint-simonisme et aux valeurs préconisées par le Producteur. On peut rappeler le début de ce pamphlet, qui donne le ton du texte. Il s'agit d'un dialogue entre l'industriel et le voisin. Alors voilà ce que dit l'industriel. Mon cher ami, j'ai fait un excellent dîner. Le voisin, tant mieux pour vous, mon cher ami, l'industriel. Non pas seulement tant mieux pour moi, je prétends que l'opinion publique me décerne une haute récompense pour m'être donné le plaisir de faire un bon dîner. Le voisin, diable, c'est un peu fort. L'industriel, seriez-vous aristocrate par hasard? Tel est l'extrait fort clair des catéchismes de M. de Saint-Simon et des 6 ou 7 premiers numéros d'un journal écrit en style obscur
et qui a l'air de se battre pour l'industrie. Fin de citation. La mauvaise foi de l'auteur de Stendhal saute aux yeux. Stendhal retient du saint-simonisme la glorification de l'industrie et des banquiers, gens à privilèges et argent, dont il dénonce la bonne conscience, la manipulation de l'opinion publique par la presse qu'ils ont à leur disposition. On connaît les faiblesses du texte de Stendhal en tant que pamphlet, n'est-ce pas? Il suffirait de voir les pamphlets de Paul-Louis Courier. Ici, nous avons une absence de cible clairement définie. L'émetteur du texte est équivoque. Il y a une complaisance entre l'auteur et la cible. Il y a une absence d'une vision positive à partir de laquelle se fait l'attaque. C'est un texte qui met en scène un ensemble d'oppositions, l'industrialisme et le privilège, les petits industriels tels l'écrivain et grands industriels, la classe pensante, les intellectuels avant la lettre, l'expression est de Stendhal, les industriels enrichis, un but noble qui exige un sacrifice et l'accumulation de richesses, le sublime des poètes, dont l'un est mort en Grèce, et la banalité de l'industriel qui a fait venir des chèvres du Tibet. C'est un texte rhapsodique, fragmentaire, ironique, qui propose une opposition fondamentale entre un monde héroïque à la Plutarque et le monde dégradé des affaires d'argent. Il faut se rendre aussi à l'évidence que ce texte parle à la fois pour et contre les industriels. De plus, au-delà du cadre historique, quelques constantes traversent le texte, s'y inscrivent. Par exemple, il s'agit en premier lieu de la présence de la littérature. Vous voyez, il y a une alternance discours-récit, une théâtralité du texte, des dialogues, références aux pièces de Molière, etc., des esquisses de caractère. En second lieu, les valeurs positives appartiennent à un double fond culturel. Premièrement, l'héroïsme, et deuxièmement, l'honnêteté, au sens que le XVIIe siècle pouvait accorder à ce mot. On trouve donc d'un nouveau complot contre les industriels, qui est vraiment finalement le premier texte où Stendhal réfléchit sur l'économie, on trouve une forme hybride. On a la dualité, la coprésence d'univers, leur rapport antagoniste ou leur non-rapport seront l'un des enjeux des romans de Stendhal. Et alors là, j'en arrive au roman et je voudrais prendre trois romans. Je les prends successivement parce qu'il y a une évolution de la part de notre auteur. Alors en 1827 paraît Armance ou quelques scènes d'un salon parisien. En 1830, ce sera Le Rouge et le Noir, chronique de 1830. Entre mai 1834 et septembre 1835, l'auteur travaille à Lucien Leven, qui reste inachevé. Je prends le corpus de ces trois romans parce que la diégèse, finalement, ce qu'ils représentent, leur contenu est contemporain du temps, ou proche du temps de la rédaction. Armance, Le Rouge et le Noir et Lucien Leven sont trois textes dont le scénario ou un canevas a été donné à l'auteur et qui dévie par rapport à des modèles ou des récits originels. Pour Armance, le modèle est d'abord le roman psychologique qui fait l'étude d'un cas d'aliénation sociale ou amoureuse. Parmi les conventions du genre, relevons la prépondérance de personnages aristocratiques, privilégiés donc, évoluant dans une temporalité vague, souvent non historique, en des lieux amènes, favorables à la rêverie ou au retour sur soi et sur ses difficultés. Deux romans ont servi de point de départ à Stendhal, L'Olivier de Madame de Duras, 1825, et un autre Olivier d'Henri de La Touche à la même année. Deux œuvres ayant pour sujet l'impuissance non dissible du protagoniste.
Le Rouge et le Noir a d'abord trouvé un canevas dans l'affaire Antoine Berthet, précepteur comme Julien Sorel, condamné et exécuté à Grenoble en 1828. En ce qui concerne Lucien Leuven, c'est à partir du manuscrit que lui avait confié son amie Madame Jules Gauthier que Stendhal entreprend son roman. Avec Armans, Stendhal innove en situant l'intrigue du roman psychologique dans un cadre géographique précis, c'est-à-dire Paris et les environs, ainsi que dans un contexte historique et économique précis. Le héros, être hybride, à la fois polytechnicien et aristocrate, rêve de science et de noblesse. Un événement historique, le vote du milliard des émigrés en 1825, ne donne pas un retour aux propriétés d'avant la Révolution, mais marque pour lui l'entrée dans un monde de la valeur d'échange et du malentendu. Ses actions, à partir de là, seront jugées différemment du fait qu'il ait de l'argent. Il devient subitement un fils à marier, un objet. Afin d'échapper à cet univers, il va pratiquer ou envisager de pratiquer une série de fuites hors d'un bal, dans la forêt, hors de Paris, vers un lointain et inaccessible Brésil, et enfin vers la Grèce, c'est-à-dire un univers héroïque, mais qu'il fuit également en se donnant la mort. La nouveauté de Stendhal est l'introduction de contre-modèles déterminés par des motivations d'ordre économique et non plus purement psychologiques ou caractériels. Des mondes parallèles existent qui forment parataxe. Il est d'une part de grands bourgeois, industriels, des banquiers, un univers que le héros aimerait observer en anthropologue, mais auquel il n'a finalement pas accès. Il est d'autre part des nobles corrompus par le jeu de la bourse. C'est le cas de Soubiran, joueur parasite virtuel de son neveu et dont la passion pour la bourse est le mobile qui pousse à la destruction d'Octave de Malivert et d'Armance de Zoïlov. La mort du héros permet au roman stendhalien de régler la question de l'héritage qui échappe ainsi au monde des enjeux économiques. La fortune des Malivert ira au couvent où s'est retiré Armance. Monde sans valeur d'échange. On voit dans ce premier roman des thèmes que l'on retrouvera dans les deux autres. Un héros confronté à des forces et des enjeux économiques, la nécessité psychologique de rompre avec ce monde-là qui est vu comme bas. Cela se paye à l'occasion par la mort, mais permet aussi l'entrée dans le bonheur. Armance, n'a-t-on cessé de répéter pendant une centaine d'années, est un roman raté, premier essai, œuvre dite de jeunesse d'un romancier de 44 ans. Sur un plan plus sérieux, on peut parler de l'atomisation des thèmes abordés. Les stages du roman d'amour aristocratique sont des données. Par ailleurs, il est des tentatives d'approche d'un monde ressenti comme dégradé. Comment peut-on être bourgeois? Comment vivent leurs femmes? Qu'est-ce qu'être le serviteur d'un grand homme quand on est un jeune homme noble? Mais le désir de l'autre, le désir d'être autre reste une velléité. Ce roman est un univers en gestation dont le devenir est suspendu. Faut-il être meunier? Faut-il être notaire? Se demandait Stendhal. Tout est possible et rien n'est possible dans un monde réduit à une dualité. Sur le plan dramatique, Armance est un roman sur l'impossibilité d'une unicité constamment menacée par des interventions de l'extérieur. Sur un plan symbolique, c'est le roman du bruit, c'est-à-dire du monde, qui rend impossible le silence désiré. L'impuissance, si impuissance il y a, est celle d'un roman qui n'arrive pas à se soumettre à un modèle narratif dont l'idéalité est phagocytée par des contingences économiques. Rien de lisse donc comme en un roman balzacien. L'univers balzacien est assertif, celui de Stendhal problématique, flou. Quant au héros, détruit par des motivations qui au départ sont économiques, il reste hors du monde où opère celle-ci. La vraie noblesse échappe encore à ce qui est d'ordre économique. L'ignoble est de ce côté-là.
Le Rouge et le Noir, qui est plus connu que Carmance, qui reprend le modèle des romans du héros parvenu, présente d'emblée en verrière un univers impitoyable de valeurs d'échange, que ce soit sur le plan familial ou social. Un conflit se joue dans ce roman entre une aspiration au grand, Napoléon, Plutarque, et la réalité de ce qui est petit et qui a rapport à l'argent. Le clivage entre les deux est plus net et plus brutal que dans Armance. Aucun compromis, aucune dialectique, aucune synthèse ne sont possibles. Vous êtes un chat, je suis un rat, disait Stendhal en un autre lieu. Julien Sorel, tel Don Quichotte, appartient à un univers héroïque qui n'est pas d'actualité, tout comme Mathilde de la Mole. En refusant de se conformer aux valeurs que la société lui propose, Julien Sorel n'a en fin de parcours d'autres ressources que de se faire terroriste, fût-ce d'abord sur une victime, Madame de Rênal, fût-ce ensuite sur lui-même. À la fin du roman, l'argent, le pactole, revient à celui qui se soumet, qui accepte le monde tel qu'il est, le père Sorel. Julien est scandalisé par l'attitude d'un père, attitude qui met à la fois au compte du caractère de l'homme et d'un système. À côté des belles âmes, les belles âmes peuvent rêver leur vie idéale, fuir dans l'irréel. Qu'on songe à l'extravagance du tombeau érigé par Mathilde de la Mole. Stendhal accorde à ses héros le rare privilège, puisque divorce il y a, d'un double dénouement, le roman du parvenu étant transfiguré en roman du martyr, en une parodie de sainteté, brouillant ainsi l'accès à une vérité univoque. Rien de chez Stendhal n'équivaut à la netteté de la machine sociale balsacienne. Qu'on songe au père Goriot qui, dans son délire, comprend fort bien la loi de l'argent. Julien Sorel comprend mais n'accepte pas les enjeux de l'époque. Il tend à voir les rapports humains en termes agoniques, rapport de force, coercition, combat et mise à mort. Son discours au juré, qui est suicidaire, est absurde en ce qu'il pose l'exemple du paysan parvenu en antagoniste du monde bourgeois, monde qui s'est fait grâce à une mobilité sociale. Mais dans un monde où tout s'achète, seule la peine de mort ne s'achète pas. L'insoumission de Julien Sorel, l'insoumission du roman, montre cette fois-ci encore le refus de notre auteur à faire rentrer ses personnages dans un monde unipolaire. Le divorce est inéluctable, cela rend une victoire sur l'infâme ou la boue, cela rend possible une victoire sur l'infâme et la boue, réalité dont il sera question dans le troisième roman. Alors après la tragédie, la comédie, après le tragique, la farce, avec Lucien Leven, le combat est terminé. Les forces d'argent ont gagné. Crevel dira à Adeline Hulot dans La cousine bête, je cite, « Vous vous abusez, cher ange, si vous croyez que c'est le roi Louis-Philippe qui règne, et il ne s'abuse pas là-dessus. Il sait, comme nous tous, qu'au-dessus de la charte, il y a la sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante, pièce de 100 sous. » L'argent apparaît comme le ressort principal de l'époque juste milieu, je cite Mona Ozouf, dans la déroute des dignités et de la noblesse d'origine, l'argent est la seule chose, et l'argent sans inquiétude est la belle chose des belles choses. Un fils de banquier qui s'est fait mettre à la porte de Polytechnique obtient sans autre formalité un poste de sous-lieutenant. L'aristocratie ultra de Nancy est elle-même corrompue par le pouvoir de l'argent. Monsieur de Pont-Levé convoite la fortune de sa fille, Madame de Chastelaire. Tout s'achète. Le second volume du roman montre le monde de la banque, des délits d'initiés, d'administrateurs véreux, etc. Madame Grandet se vend, apportant ainsi un portefeuille ministériel à son mari. Dans un univers de médiocrité générale, Lucien Leven est un héros naïf et qui se veut probe, tout en étant éclaboussé par la boue générale. La structure qui le concerne est celle du ni-ni. Stendhal, Deus ex machina, mais cette fois-ci ironique, irrévérencieux, intervient en fin de parcours pour libérer le héros du monde d'intrigues et de basses manœuvres qui risquent de l'engloutir.
Tout comme Octave de Malivert, tout comme Julien Sorel, Lucien Leven aura le privilège de se débarrasser de l'argent. Il aura le privilège de survivre et de s'exiler en un lieu que Stendhal nomme, mais qu'il est incapable de donner, dont il est incapable de donner une représentation précise. Malgré tout, le bonheur est au bout de la trajectoire. Que reste-t-il des lectures de jeunesse dans les romans de Stendhal? Il reste une connaissance du vrai monde, celui des forces économiques à l'œuvre dans la société. Comment intégrer celle-ci dans le roman où survit un fond rousseauiste? Comment se faire jouer le sublime et le grotesque, le grand et le bas, l'univers à la Plutarque, à l'Arioste et la vérité, l'âpre vérité des réalités économiques? La solution du double dénouement est boiteuse, mariage, puis suicide, réussite, puis terrorisme, mais il n'en est guère d'autre pour Stendhal. Avoir placé des problèmes psychologiques existentiels dans un contexte économique est une révolution, mais limitée car minimisant la valeur de ce contexte. Qu'en est-il de la vérité que le roman serait seul à pouvoir enseigner? Pour reprendre Yves Citon et Martial Poirson, on peut dire que si l'économie s'est imposée comme la matrice de l'ensemble de nos constructions culturelles et le marqueur de leur modernité, et Stendhal le reconnaît sans doute, il hésite encore à lui donner une place centrale, à abandonner le monde de l'héroïque pour l'autre. La vérité est à construire, voire à rêver. Elle est instable comme la valeur des marchandises. L'économie, certes, mais on voudrait autre chose. On rêve encore d'autre chose. L'économie est encore du côté de l'étonnement, de la surprise, voire d'un facteur d'inquiétante étrangeté. Les œuvres qui intégreront l'économie dans le tissu même du roman ne sont pas celles de Stendhal. Elles me semblent être celles de Balzac ou de Flaubert. Pour l'instant, le bonheur, fût-ce dans un Liebestod, reste une valeur importante. Le bonheur, l'apprenti en économie politique l'avait envisagé dès 1810, mais c'est un bonheur un peu différent que celui qu'il avait envisagé. Je vous remercie.